très grand plaisir de recevoir aujourd'hui Évelyne de la Chenelière, que je vais présenter dans quelques instants. Mais je voudrais profiter de l'occasion, accompagné de mon collègue et ami François Crépeau, pour vous indiquer dans quel contexte voit le jour cette manifestation, cette première manifestation publique qu'inaugure Madame de la Chenelière, d'un séminaire qui aura lieu à l'automne, au cours de l'année 2012-2013, à l'Université de Montréal et à l'Université McGill sur les questions de droit, littérature et migration. Il s'agira d'un séminaire offert par le département de littérature comparée, mais qui n'interdit pas d'autres étudiants d'autres départements de s'y inscrire, et par la faculté de droit de l'Université de Montréal. De l'Université McGill, pardon. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? De Montréal. Ah ben ouais, voilà, c'est ça. Alors, je me permets de présenter François Crépeau, qui a été très longtemps à l'Université de Montréal, et qui est aujourd'hui professeur et titulaire de la chaire Hans et Tamar Oppenheimer en droit international public à la faculté de droit de l'Université McGill. Il a été élu tout récemment, c'est-à-dire en 2011, rapporteur spécial des Nations Unies pour les droits de l'homme des migrants. Je suis professeur et directeur du département de littérature comparée depuis peu, après 22 ans passés à l'UQAM. Je suis un peu confus quant au lieu d'inscription institutionnelle. Et ce séminaire que nous allons mettre en place à partir de l'automne, il y a déjà certains collègues qui vont y participer, qui sont présents dans la salle, Najat Raman, Michel Peterson et Idi Latac, est un séminaire qui pour nous est une gageure dans la mesure où il s'agit de faire dialoguer des spécialistes du droit, donc ici des normes du domaine prescriptif et des spécialistes du domaine littéraire, en faisant intervenir une réflexion conjointe sur ce que le droit et la littérature peuvent faire intervenir de réflexions communes à propos de la violence qui est imposée aux migrants et à la difficulté que ces migrants, dans un contexte de raidissement, de rigidité dans le domaine des politiques internationales de migration, de manière donc cette violence est à l'œuvre et que les récits peuvent permettre d'une certaine façon d'y voir plus clair. Alors, sur la question des récits et de la littérature et tout particulièrement du théâtre, nous avons le bonheur de vous accueillir aujourd'hui, Évelyne de la Chenelière. Vous êtes auteure et comédienne. Vous avez écrit de nombreuses pièces de théâtre qui ont été montées au Québec et à l'étranger, qui ont été traduites en plusieurs langues. Vous avez reçu en 2006 le prix littéraire du gouverneur général pour votre recueil intitulé « Désordre public ». Que l'on pense à Des fraises en janvier, Henri et Margot, L'héritage de Darwin, Bachir Lazare, ou Le plan américain, récipiendaire du prix de la meilleure pièce du festival Primeur à Saarbrücken en Allemagne en 2009. Votre création est une méticuleuse observation de la nature humaine et nous sommes honorés et surtout très heureux que vous ayez accepté de vous joindre à nous. Merci. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. D'abord, je vais vous dire merci de votre présence. Merci aussi pour cette invitation. Parce que je me rends compte depuis plusieurs années, disons que ça fait à peu près 15 ans que je fais du théâtre et que j'écris, je me rends compte que ces occasions de poser un regard sur son propre travail et plus globalement sur la pratique théâtrale et le travail de l'écrivain, tenter de nommer ce travail, de le situer, me permet d'évoluer comme artiste. Et cette occasion a été pour moi le prétexte pour observer un peu mon travail à la lumière du thème qu'on me suggérait, soit l'immigration, dont je me suis emparée d'une façon un peu plus globale, parce que je me suis aperçue que toute la question du rapport à l'autre, qu'il soit étranger, officiellement étranger, venu d'ailleurs, ou étranger dans sa propre maison, tout ce rapport à l'autre parcourt vraiment tout mon travail de réflexion et d'écriture. Peut-être que je peux commencer par lire ce que j'ai écrit pour me lancer dans la préparation de ce moment qu'on va vivre ensemble. Alors,
j'ai été inspirée par cette affirmation de Rimbaud, car je est un autre. Alors pour moi, ça résume justement la tension entre l'identité et l'altérité, une tension qui est au cœur de l'acte même d'écriture. Deux mouvements en apparence contradictoires, mais qui ne s'annulent pas pour autant, sont présents dans la création littéraire. L'écrivain se met lui-même en situation d'exil, comme s'il devait, pour être écrivain, être déplacé, bonjour, déraciné, étranger, parlant presque une langue étrangère, une langue inventée. Le monde lui paraît alors défamiliarisé, étrange et mystérieux, parfois hostile et menaçant, et l'écrivain peut alors le réinventer. Dans un mouvement contraire, l'écrivain se fond à l'autre, à l'étranger, éprouvant alors une sorte de similarité absolue et transcendante, dans un exercice de compassion et de reconnaissance indispensable à l'identification. L'écrivain prend alors la douleur, le désir, la solitude et les tourments de l'autre, en devenant l'autre, en quelque sorte, échappant ainsi à une surdétermination de son identité propre. C'est-à-dire que ces deux mouvements contraires est à la fois une plongée en soi, qui fait partie de l'acte de création, et une tentative aussi de s'en affranchir, d'aller plus loin que ses préoccupations ordinaires, finalement. Et rendre compte de cette tension, c'est inévitablement aborder, à même l'acte créateur, le paradoxe fondamental de notre rapport à l'autre. Ce que je veux dire, c'est que cette tension qui fait partie de la construction de son identité propre est un regard sur l'autre qui tantôt nous semble justement très, très loin de soi, très étranger à soi, quelque chose de presque anonyme aussi, comme si on ne pouvait pas prêter à l'autre la même distinction que l'on considère chez soi-même. Et dans l'exercice de la compassion, non pas dans un sens vertueux, mais dans un sens presque expérimental, se glisser ainsi dans la peau de l'autre, essayer d'emprunter le regard de l'autre, nous permet finalement d'emprunter une parole qui transcende la sienne. Et je m'interroge beaucoup sur le fait justement que mon parcours d'écrivain est intimement lié à la pratique théâtrale et aussi à ma position d'interprète dans cette pratique-là. Et je me rends compte que cet exercice propre à l'acteur qui est de se glisser dans la peau de l'autre teinte grandement ma relation à l'écriture. C'est-à-dire que je n'ai jamais le sentiment d'avoir un regard surplombant, mais plutôt un regard qui habite tour à tour le corps ou cherche à emprunter le regard inventé de cet autre que je cherche momentanément à devenir, pour ainsi dire. J'ai pensé aussi, tout au long de mon intervention, ponctuer un peu de certains extraits pour qu'on puisse ensemble voir de quelle façon ça s'inscrit littérairement ou dramatiquement, cette réflexion que je tente de partager avec vous. Et la première pièce de théâtre qui, pour moi, a abordé vraiment d'une manière très directe, très frontale, ce questionnement par rapport aux limites de la compassion, est la pièce des ordres publics. Parce que j'ai choisi donc de mettre en scène un personnage principal qui est un acteur. Et j'ai choisi de mettre en scène toute l'action dans un autobus, donc de la ville de Montréal. Donc un transport en commun, ultime symbole d'une communauté justement qui est à la fois transitoire, qui est à la fois accidentelle, non choisie, captive, une communauté de passage, où souvent justement notre perception de l'autre comme étant anonyme ou sans identité est accrue, peut-être due au nombre, à la masse, qui fait que soudain l'autre n'est plus distinctif, l'autre devient plutôt justement cette espèce de paysage anonyme,
auquel on ne peut pas ou peut s'attacher, s'intéresser, et encore moins se voir dans l'autre, puisque cet autre est informe, est multiple et presque, devient presque invisible finalement. Donc, en résumé, il s'agit donc de Max, qui est un comédien très égocentrique, sans emploi, et par un phénomène inexplicable, en prenant l'autobus, il se met à entendre les pensées des passagers de cet autobus-là, ce qui va justement en faire une sorte de pièce de théâtre initiatique, parce que cet accès à l'autre, cet accès obligé, cette intimité obligée va opérer, donc c'est Max, non seulement un bouleversement, mais un renversement complet, c'est-à-dire que au début, donc, il est très agacé, il rejette cet accès à l'autre, et il voit ça comme une condamnation terrible, et peu à peu, en fait, il devient presque d'une façon disproportionnée, dans une fusion complète aux autres, puisque encore une fois, c'est cette intimité à laquelle il a accès fait que l'autre devient sa préoccupation principale, et vers la fin de la pièce, il va jusqu'à perdre sa propre identité et à presque devenir fou de tout à coup cette place qu'occupe l'autre en lui, finalement. Oui, parce qu'il faut dire aussi que ce personnage-là, principal, pour moi, était un peu une concentration exacerbée de l'homme contemporain qui dans sa construction de plus en plus, enfin il me semble, selon ce que j'observe et qui est assez intuitif, l'homme contemporain aime vraiment se définir de par son caractère unique, par ce qu'il n'est pas, contrairement aux autres. Et cette exacerbation c'est ça, de son sentiment d'unicité, ou en tout cas de sa volonté d'unicité, passe souvent par un rejet des autres, quelque part. Et empêche aussi l'exercice de compassion qui fait on peut trouver une mêmeté qui prédomine sur l'autre, justement. Je vous en lis l'extrait qui est en fait la fin de la pièce de théâtre, si vous voulez bien, où on voit justement cette espèce de fusion complète dans tous les autres que subit quelque part notre personnage principal. Alors il s'adresse à son meilleur ami. Je ne rêve plus pour moi, je ne pense plus pour moi, je suis vidée de mon essence pour mieux devenir les autres. Je suis les autres, je suis tous les autres. Je suis le réceptacle de leurs thèmes récurrents, de leurs obsessions. J'ai toujours mal à la tête, au dos, au ventre, aux pieds. Je transpire, j'accouche, je nais, je jouis et j'agonise avec les autres, dans les autres et dans la peau des autres. Je suis surtout très fatiguée, parce que ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on traîne la fatigue de chacune des générations qui nous a précédés. On est fatigué de sa journée, bien sûr, de sa semaine, de chacune des secondes de sa vie, mais en fait, on est fatigué dès sa naissance. Fatigué d'avoir défriché les forêts vierges, les jungles et le parc de la Gaspésie, d'avoir mis au monde des milliers d'enfants, d'en avoir tué des milliers d'autres, d'avoir rusé, d'avoir cultivé, d'avoir ramé, d'avoir construit, d'avoir écrit, d'avoir inventé, fatigué de la vie des empereurs et des esclaves, des assassins, des mères et des chasseurs. On porte la fatigue des Berbères, des Chinois, des Grecs, des Amérindiens. Est-ce que tu te demandes parfois pourquoi tu es fatigué? Je vais te dire, on est fatigué d'avoir tant de mémoire. Ariane pense qu'il faut de l'imagination pour être une actrice. Peut-être qu'il faut seulement de la mémoire. Je ne parle pas de la mémoire qui mémorise le texte, mais de la mémoire qui fait qu'on est fatigué pour tous les êtres humains, les morts et les vivants. Maintenant que je suis enfin fatiguée pour les autres, que je suis devenue les autres, est-ce que je suis un acteur? Est-ce que je suis un grand acteur? Je pourrais sûrement être un acteur formidable, grandiose, transcendant. Je pourrais, si je voulais, être un vrai grand acteur et porter la parole de n'importe quel être humain comme jamais elle n'a été portée, la rendre avec tous les échos qu'elle mérite.
Et on se demanderait, mais qu'est-ce qu'il a de si exceptionnel cet acteur? Qu'est-ce qu'il a qui nous touche à ce point et qui fait qu'on aime à ce point être touché par lui? Mais je ne peux pas être un acteur parce que je n'ai plus de vanité. Je m'en ennuie d'ailleurs. Je tenais à ma vanité, à ma personnalité, à mon identité. J'aimais exister pour moi-même et par moi-même. J'aimais avoir de l'importance à mes yeux. Mais je ne fais pas le poids. Personne ne fait le poids de milliers d'êtres humains. J'aimais aimer Ariane. Mais l'amour électif est devenu impossible depuis que le monde a pris toute la place, sans gamme d'importance, sans ordre d'affection. Le monde que j'entends et dont chaque mot semble s'adresser à moi. Il faut que je parle. Si c'est moi qui parle, j'existe. Tandis que si je me tais, c'est une agglomération. C'est une agglomération des mots de tous les autres. J'entends les sirènes et tous les livres à venir et les secrets assourdissants. Et tout à coup, j'entends tellement loin que je n'entends plus rien. Rien de discernable puisque tout se chevauche, tout se superpose, tout, les douceurs. Le frisson d'un premier baiser, le soulagement d'une bonne nouvelle, des retrouvailles, un pardon, un fardeau qu'on enlève, un noyer qui respire à nouveau, de l'eau qui coule dans une gorge sèche, quelqu'un qu'on n'attendait plus et qu'il fera sûrement beau demain, une étreinte pour le mendiant qu'on ne touche plus, une promesse, un regard bienveillant, la drogue qui passe dans les veines, tout, mais aussi les malades qui hurlent, aux cris incessants comme des marées, tout s'empile pour me rendre sourd, et pourtant je vous entends, mais je ne peux plus rien dire de ce que j'entends. Je croyais être puissant, mais je ne peux rien que vous entendre. Et de cette superposition de vos balbutiements depuis des millénaires, il ne me reste qu'une note, grave et aiguë à la fois, une plainte ou une jouissance, comment savoir, une grimace aux oreilles, un rictus sonore, quelque chose dont je ne trouve pas le sens. Quelque chose dont je ne trouve pas le sens. Et donc la pièce se termine sur cette espèce de dissolution du personnage principal dans les autres, et qui était vraiment pour moi en tout cas où j'en étais, l'espèce de jusqu'au boutisme de l'expérience de la compassion, évidemment avec un côté improbable et fantastique, mais qui me permettait d'explorer les limites de cet exercice-là. Vous m'arrêtez si vous avez des questions, au fait. Hein? Je me dis qu'on peut avoir cette liberté-là aussi, ou sinon on se garde un moment à la fin, c'est comme vous voulez. Je me suis rendu compte aussi, c'est-à-dire je prétends pas l'avoir découvert, mais je veux dire je me suis rendu compte à l'intérieur de mon parcours littéraire que, évidemment, le regard de l'autre est indispensable à la prise de conscience de soi. C'est-à-dire que pour construire son identité, c'est inévitable de se placer par rapport aux autres ou à l'autre. C'est-à-dire autant à ses ancêtres qu'à ses contemporains, qu'à soi-même hier, qu'à une projection de soi demain. Et là où ça devient pour moi le plus complexe et le plus vertigineux et peut-être le plus riche littérairement en ce qui me concerne, c'est le rapport à l'autre dans le contexte de la maternité, c'est-à-dire dans le contexte de la reproduction, une espèce de rapport à un individu hors soi qui est aussi quelque part, d'une certaine manière, soi-même dans une reproduction qu'on peut tantôt percevoir comme étant une reproduction sublimée, une reproduction pervertie, une reproduction avec une similarité troublante, ou au contraire une reproduction d'un individu dont l'étrangeté nous semble infiniment troublante. Et donc je me rends compte que toute mon écriture est teintée du fait que je suis une mère, finalement, et que ça construit, ça oriente et ça teinte toute ma recherche et tout mon mouvement, encore une fois, pour tenter de comprendre l'autre et de m'imaginer à la place de l'autre.
J'ai donc choisi un autre extrait où, cette fois-ci, c'était pas dans l'exercice de la construction d'une pièce de théâtre, mais plutôt d'une réflexion autour de l'enfance et le théâtre qu'on m'avait invité à faire, parce que justement, on avait observé dans mon travail qu'il était beaucoup question de l'enfance dans une espèce de paradoxe entre une célébration de cette chose merveilleuse qu'est la maternité et aussi toute la complexité et l'angoisse reliée à ça. J'en profite pour faire une parenthèse qui me semble importante parce que je parlais tout à l'heure de justement cette réflexion pour tenter de nommer les contours d'un travail qui souvent vient de l'autre, justement aussi, du regard de l'autre sur mon travail, parce que au cœur de l'écriture, contrairement justement à une démarche universitaire, une démarche d'analyse ou une démarche de critique, le fait que je sois d'abord une artiste, finalement, fait en sorte qu'il y a une grande part aussi de mystère et d'intuition et de choses qui sont innommables dans mon acte d'écriture. Et je crois que c'est important aussi d'accepter ça de ma part et de oui, être curieuse de ce que je crée et prendre certaines décisions pour prétendre à créer justement un objet esthétique, mais aussi je suis quelque part condamnée à accepter le caractère justement incertain de mon propre regard sur mon travail et assez intuitif aussi. Donc voici l'extrait qui concerne justement l'autre lorsque l'autre est son propre enfant. On dit que c'était la nuit. Je suis une mère. Dans tout ce que j'écris, il a toujours été et il sera toujours question de l'enfance. Je le sais, je n'irai jamais contre, ce serait inutile. Je passe une grande partie de ma vie à regarder les enfants. Je les observe, les miens, ceux des autres, comme des plantes étranges, exotiques, intimidantes, peut-être qui donnent peur. Il m'est arrivé d'emmener mes enfants au zoo. Je n'ai pas regardé les animaux, j'ai regardé les parents qui emmenaient leurs enfants au zoo. J'ai regardé mes enfants qui regardaient, si je les regardais, en train de regarder les animaux du zoo. J'ai peu de souvenirs d'enfance. Ce dont je me souviens, c'est que je n'ai pas aimé être une enfant, que mes parents n'y sont pour rien et que je ne voudrais pas revenir en arrière. Autrement dit, ce n'est pas parce que j'ai été une enfant que je fais parler des enfants. Je fais parler des enfants parce que je suis une mère, je suis donc un monstre. En écrivant, j'invente un regard d'enfant sur la figure maternelle. Par l'écriture, je donne aux enfants un regard qui déforme et distord la mère jusqu'à la rendre monstrueuse. Monstrueusement froide ou monstrueusement dévorante, toujours inadéquate. Peut-être que j'essaie de démonter les duperies liées à la maternité et à l'enfance. Peut-être que je me libère ainsi d'un regard qui me transforme en cauchemar. Je ne sais pas. Le premier berceau est le corps maternel. Le premier lait est le lait maternel. La première langue est la langue maternelle. La première école est l'école maternelle. Comment ne pas être pétrifié comme mère devant l'ampleur de la tâche, devant l'étendue de tous les ravages possibles, devant cet amour maternel qui vous gonfle comme une outre, et surtout devant ce pouvoir qui vous tombe entre les mains en même temps que l'enfant, et qu'en faire? Je suis un monstre. L'enfant a le droit d'être protégé, d'être rassuré, de se construire en prenant appui sur des figures parentales solides et aimantes. Nous, les mères solides et aimantes, cachons à nos enfants que rien n'est moins sûr que cette solidité et cet amour. Friable, fragile, aléatoire amour inconditionnel de la mère. Un jour, nous sommes obligés de mettre l'enfant face à l'ambiguïté du monde. Nous sommes obligés de reconnaître que notre amour inconditionnel repose sur une série de conditions. Je t'aime si tu m'aimes. Je t'aime si tu obéis. Je t'aime si tu es belle. Je t'aime si tu es heureux. Surtout ne sois pas un enfant maussade, colérique, malade, anxieux, triste ou obèse.
N'accuse aucun retard dans ton développement. Ne me fais pas honte. Aime ta petite sœur et je t'aimerai en retour. Aime-la plus que j'en suis capable moi-même. Dis-moi que tu m'aimes et je te répondrai la même chose. Je t'aime quand tu marches, comme quand on dit d'un grille-pain qu'il marche. Il remplit sa fonction de grille-pain. Remplis ta fonction d'enfant, fais-moi rire, répands de la joie, émerveille-toi, donne un sens à ma vie. Madame, votre enfant parle bien, votre enfant s'intéresse aux autres, votre enfant est éveillé, votre enfant est plein d'humour, votre enfant est adorable. D'ailleurs, vous devriez l'adorer. Vraiment? Si, je vous assure. Et alors, je te tiens par la main, mon enfant, mon adoré, comme un accessoire de mode. Je te porte comme un bijou éclatant qui m'attire les regards et les compliments. Mets-moi en valeur, mon enfant, mon sac haute couture, mon collier de perles. Je t'aime. Grâce à toi, je ne veux plus mourir. Ne pars jamais, sinon je ne t'aime plus. Et l'enfant répond. Maman, je t'aime quand tu parles doucement, quand tu sens bon, quand tu souris. Je t'aime quand tu es ma mère et rien d'autre. Je t'aime quand tu ne vois que moi. Ne minote pas comme ça. Ne t'habille pas comme ça. N'éclate pas de rire comme ça. Ne fume pas comme ça. Ne sois jamais extravagante, grossière, indiscrète, ridicule. Ne sois pas non plus indifférente, songeuse, triste, fuyante. Ne sois pas cette femme qui laisse voir son dégoûtant désir. Sois sans sexe. Dis-moi, je ne veux pas savoir ton sexe. Je ne veux savoir que ton ventre parce qu'il m'a logé. Tout le reste de toi m'a expulsé et je te le ferai payer toute ma vie. Ne pars pas et laisse-moi partir. Ne pleure pas et accueille mes sanglots. Aime-moi et laisse-moi te haïr. Ne meurs jamais, sinon je ne t'aime plus. Donc voilà, c'est pas très joyeux tout ça. mais comment dire, pour moi c'était inévitable de passer par cet aspect-là de l'autre et de l'étranger, parce que profondément justement dans l'enfantement et dans le fait d'accompagner justement un enfant qui grandit, qui à son tour va construire son identité, est pour moi, dans mon expérience en tout cas, le plus profond des bouleversements par rapport justement à la vision que j'ai de l'autre, de l'étranger, des autres et de moi-même. Ça me mène à parler justement de la reconnaissance. On sait qu'un des aspects fondateurs de la construction de soi est justement le regard de la mère ou de la figure parentale qui reconnaît son enfant, c'est-à-dire qui reconnaît que c'est son enfant, qui reconnaît aussi que son enfant est un individu distinct et qui renvoie justement ce regard-là de reconnaissance à l'enfant qui est en quête de ça depuis sa plus petite enfance. Et j'ai donc observé que ces réflexions-là par rapport au regard, oui, du parent, mais aussi plus globalement de l'autre et des autres sur soi, a fait du miroir un thème assez récurrent dans plusieurs pièces de théâtre ou travail d'écriture que j'ai pu faire, parce que justement pour moi tout ce symbole du miroir concentre quelque part le travail de l'artiste et le paradoxe aussi entre ce geste de création qui peut tantôt verser dans un narcissisme peut-être bien involontaire, mais qui est un des obstacles à la création, parce qu'on passe justement par son objet qui devient un miroir effrayant, un miroir dans lequel on cherche à se reconnaître, et tout à la fois un miroir dans lequel on souhaite
voir son soi sublimé. Il y a donc une espèce de décalage perpétuel au cœur de la création entre soi, l'idée de soi, l'idée rêvée de soi et l'image de soi. Donc je vous lis donc un autre extrait qui était cette fois-ci justement, et c'est assez intéressant de le situer. C'était dans un livre, vous savez, un de ces beaux livres avec plein de photos qui s'appelait Éloge, qui était le travail d'une photographe qui a donc pris des photos dans les loges d'acteurs et d'actrices se préparant au travail, se préparant justement à devenir l'autre, puisqu'ils se préparaient chacun d'entre eux à incarner un personnage. Et je trouve que justement ce lieu-là, qui est donc principalement un miroir, parce qu'une loge, avant tout, c'est un miroir, pour moi était vraiment d'un grand symbolisme par rapport à ce déchirement entre justement cette surattention qu'on porte à soi parfois comme artiste et ce miroir qui sert aussi à s'effacer complètement, à laisser toute la place à l'autre évidemment par le travail intérieur, mais aussi symboliquement par le déguisement, hein, finalement. Et donc, on m'avait invité à écrire un texte qui accompagnerait ces photos sur justement le thème de la loge et du miroir. Et justement, j'ai eu le sentiment que cet exercice-là d'écriture avait fait une espèce de pas régler des comptes, mais toucher à ce malaise profond que j'ai justement par rapport à tout le côté de l'ego qui est en jeu inévitablement chez tous les artistes et tous les écrivains, et qu'il faut cependant chercher à transcender pour prétendre justement à plus de profondeur ou à une création qui soit plus grande que soi. Le texte était écrit en alternance entre la première personne et la troisième personne, comme si justement tantôt c'était l'actrice qui prenait la parole et tout à coup son propre reflet qui lui rendait son image et son discours, mais à la troisième personne. Je vous en lis un tout petit extrait. Je ne fais plus l'inventaire de mes gâteaux d'anniversaire. Chacun d'entre eux est devenu un sursis, encore une goutte de temps qu'on lui accorde. Cette fois-ci, elle est métamorphosée. Elle l'a vu dans le miroir de la salle de bain. Tout a pris une autre forme. On a maintes fois rendu hommage aux rides sur son visage, leur prêtant gentiment un sens empreint de poésie, le temps qui a marqué son passage, charriant des souvenirs et racontant sur la peau autant d'histoires, des chemins tracés par les rires et par les larmes. Elle sourit sans mépris devant ceux et celles qui tiennent absolument à trouver de la beauté sur un vieux visage, comme s'il en tenait de leur propre survie. Et je me demande si moi aussi, étant jeune, j'ai récité comme les autres tous ces lieux communs qui existent pour que l'on sublime la vieillesse, si moi aussi j'ai désespérément cherché un sens à la mort qui emportait tous les vieux avec elle. Elle se souvenait bien de l'effort qu'il lui fallait fournir quand elle était une enfant pour embrasser le vieux visage de sa grand-mère. Elle trouvait ses rides effrayantes, et en secret elle se disait « J'espère que ma maman si jolie ne sera jamais vieille comme ma grand-mère. » Et quand ma mère est devenue ridée à son tour, je me suis dit épouvantée, pourvu que je ne devienne jamais vieille comme ma mère. Et maintenant c'est moi la vieille. C'est moi qui certainement effraie parfois les enfants avec mes rides, et je n'ai plus personne, ni grand-mère, ni mère, à qui je ne veux pas ressembler. Personne à part moi-même qui m'effraie. On lui avait pourtant assuré que la sagesse viendrait. On m'avait laissé entendre qu'il y aurait toutes sortes d'avantages pour compenser les douleurs et les inconforts inhérents à ma vieille condition. La sérénité, l'expérience, les choses intérieures des vieux,
une sorte de résilience, d'acceptation, de douceur, un goût de paix, et peut-être même quelques certitudes, mais je ne sens rien de tout ça, quel dommage. Pas de quoi consoler, rien du tout, rien que mon miroir qui se moque de moi, rien que moi qui ne me reconnais plus. Et quand je marche dans les rues, quand je me vois boiter, à pas hésitant, j'ai envie de préciser aux passants, vous savez, je ne suis pas ce que je suis. Une petite rectification que je dirais doucement, à la manière des petites vieilles qui parlent doucement. Je n'ai pas véritablement changé. Il s'agit d'une illusion, d'un trompe-l'œil, d'une anamorphose. Il faut trouver le bon angle pour pouvoir recomposer ma juste forme. Si vous la regardiez de la bonne manière, vous verriez alors qu'elle galope, qu'elle bondit, qu'elle trépigne, peut-être pour aller au théâtre ou ailleurs, pleine de désir, de fougue, d'appétit. Et moi, quand je serai essoufflée, je m'arrêterai devant une vitrine du centre-ville pour croiser le regard d'une vieille dame que je trouverai très élégante. Je lui sourirai et elle me sourira exactement en même temps. Ça nous amusera sans doute. Et quand je regarderai plus loin derrière, ce sera tout un paysage de silhouettes que je verrai défiler, des hommes, des femmes et leurs manteaux et leurs sacs et leurs enfants. Et dans cette vitrine où la vie entière trouve son reflet, je me chercherai derrière la vieille dame, sans me trouver. Et quand je comprendrai ma méprise, je rirai doucement. Alors pour moi, c'était toute l'idée de ne pas justement se reconnaître dans le miroir ou dans le regard des autres et de ne pas être reconnu par les autres. Donc, d'où métaphoriquement, le fait littéralement de confondre son propre reflet avec une image qui serait celle d'un autre ou d'une autre. Ce qui me mène à m'aventurer un peu plus loin justement dans la notion de l'autre et de cette quête de l'autre. L'expérience peut-être la plus dépaysante à ce niveau-là aura été mon expérience de l'écriture de la pièce de théâtre Bachir Lazare, que j'ai donc écrite entre 2000 et 2001. Et justement, j'étais en grande réflexion par rapport encore une fois, aux limites ou aux non-limites de cette imagination et de cette compassion qui permet de pouvoir aborder tous les sujets, de se mettre dans la peau d'individus qui n'ont rien à voir avec justement soit son propre vécu ou ses propres intuitions d'écriture, dans une démarche, encore une fois, dans une démarche d'écriture qui exige à ce moment-là une espèce de déplacement, donc accompagné de recherches très rigoureuses, quelque chose qui m'a éloignée justement de cette espèce de geste d'écriture appartenant plus à l'intuition ou à l'impulsion première. Ça a été assez déroutant comme expérience parce que justement cette méthode de travail m'a vraiment bouleversée dans ma façon d'écrire et a fait en sorte aussi que il a fallu une étape où paradoxalement je me débarrasse de tous les renseignements que j'avais accumulés finalement, soit en rencontrant des individus ou en lisant des livres. Mais à la fois, cette recherche était absolument essentielle à mon travail puisque quelque part, elle me donnerait ensuite une espèce de non complexe à aborder un thème aussi délicat et aussi loin de moi que celui de l'immigration et des traumatismes liés au parcours de réfugiés politiques, donc qui aura vécu une violence dont j'ignore tout finalement, moi personnellement, puisque je n'ai jamais vécu dans un pareil régime, je ne connais pas le terrorisme de l'intérieur. Alors, donc j'ai fait des recherches et des recherches en me disant, est-ce que j'ai le droit? Est-ce que
est-ce que je peux me permettre ça, d'aborder ce sujet-là, moi qui n'ai jamais mis les pieds en Algérie, Bachir Lazare vient d'Algérie, moi qui suis une femme, et c'était une pièce à un seul personnage, donc portée par la parole d'un homme. Et puis, j'ai trouvé en quelque sorte mon espèce de liberté en déplaçant un peu la question. Au lieu de me demander est-ce que je peux me permettre ça, je me suis plutôt dit est-ce qu'on peut tout permettre à la littérature? Et c'était plus facile de répondre oui, parce que la littérature, justement, cet acte-là est une espèce de clé absolue vers l'autre, pour un peu bien sûr qu'on soit rigoureux, oui, voilà, qu'on soit rigoureux, mais surtout, encore une fois, je reviens à cet exercice qui est principalement celui de l'imagination et qui peut faire qu'on se projette dans l'autre et que je devienne carrément l'autre. J'ai donc choisi de mettre en scène une espèce d'autre absolu. C'est-à-dire que Bachir Lazare est étranger en tout point. C'est-à-dire que c'est un Algérien qui est donc plongé d'une manière assez brutale au Québec. C'est un non-enseignant qui est plongé tout aussi brutalement dans un rôle d'enseignant. C'est un homme qui est plongé dans un monde principalement féminin, le monde de l'enseignement. Et enfin, c'est un adulte qui est plongé dans le monde de l'enfance. Et donc, pour moi, c'était aussi un exercice intéressant que la forme, ça rime au fond et au contenu. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi de créer une pièce de théâtre où l'acteur serait seul en scène. Donc littéralement, la solitude compose l'image de l'écriture scénique, puisque l'acteur est seul à porter la pièce de théâtre. Par contre, c'est pas un monologue. La convention n'est pas celle du monologue, c'est-à-dire qu'on n'a pas accès à son discours intérieur, mais plutôt à une vraie interaction avec les autres, mais les autres sont invisibles sur scène. Mais Bachir Lazare est dans l'exercice de la communication, ce qui fait que c'est pas un monologue. Et c'est dans cet exercice de la communication-là, encore une fois, tous les murs auxquels il se bute sont des absences. L'absence physique des autres personnages symbolise aussi l'absence l'absence de regard, l'absence de reconnaissance, l'absence le refus de voir l'autre quelque part. Et tout au long de ma démarche d'écriture se sous-tendait aussi une réflexion par rapport à la violence qui était pour moi dans cette fable-là que j'ai écrite, qui était donc une espèce de rencontre entre deux violences qui se rencontrent rarement et chacune de ces deux violences-là, quelque part, est incomprise par l'autre. C'est-à-dire que Bachir Lazare donc, a fui son pays dans des circonstances évidemment violentes, qui sont celles du terrorisme, et cette violence-là, elle est complètement étrangère à nous, Québécois. En revanche, il rentre dans une classe où la professeure a commis un suicide. Alors, c'était pour moi le symbole de notre violence québécoise.
je schématise, c'est un peu grossier comment je le dis, mais ce que j'entends par là, c'est que je considère que même si j'aurais beaucoup de pudeur à comparer notre démocratie au contexte dans lequel vivent les réfugiés politiques qui arrivent ici. Mais pourtant, je suis forcée de reconnaître et de chercher à nommer que je considère qu'on vit dans un système très, très violent. Et c'est une violence sournoise qui est très difficile à cerner, qui est très difficile à identifier, qui est la violence d'un système impitoyable, un système d'exclusion, de rejet, un système qui, ultimement, mène trop d'individus au suicide, finalement. Donc c'est aussi cette rencontre entre Bachir Lazare et le Québec est aussi la rencontre entre deux violences et le malaise entourant la tragédie. Je me suis rendu compte quand j'ai parlé justement à des gens qui étaient soit en attente d'un statut de réfugié politique, soit qui avaient passé par tout ce chemin-là très très éprouvant, qu'il y avait une chose dont on parle peu, qui est très très fine et à la fois très, très destructrice. Parce que bien sûr, oui, il y a tout l'aspect un peu kafkaïen des démarches administratives et de l'attente, mais il y a aussi le fait que, insidieusement, parfois comme société, ça peut être assez loin dans l'inconscient collectif, mais c'est comme si on attendait de ceux qui ont fui leur pays d'origine que le soulagement soit tel, c'est-à-dire je quitte, je m'extrais d'une violence qui menace ma vie ou qui rend ma vie impossible. Donc, c'est comme si on souhaiterait, on voudrait que le sentiment dominant, une fois que le réfugié est donc accepté comme tel, comme étant un réfugié politique, qu'il soit dans un état fonctionnel, presque d'épanouissement au sein de cette démocratie qui l'accueille et on ne tolère presque pas l'idée qu'il y a un paradoxe qui est l'attachement et la nostalgie et l'arrachement. C'est-à-dire que même s'il s'agit d'un arrachement nécessaire, c'est cependant un arrachement à son pays d'origine. Donc, il y a quelque chose de très violent et qui rend la suite des choses beaucoup plus complexe et pénible qu'on aimerait le croire. Donc, je suis sortie de cette expérience d'écriture vraiment convaincue que, comme artiste et comme écrivain, on pouvait, beaucoup plus qu'on ne le croirait, se déplacer vers l'autre d'une façon assez déstabilisante et on dirait que justement cette expérience-là d'écriture m'aura permis d'envisager ce moteur-là du chemin vers l'autre presque comme un système d'écriture éternellement renouvelable qui permet justement un chemin vers la fiction et une étendue de la fiction presque infinie. Je pensais terminer en vous lisant pour le plaisir et pour rendre compte un peu de la forme, un extrait de Bachir Lazare. Vous remarquerez que j'ai joué aussi dans
dans ce chemin vers l'autre, justement, j'ai eu envie dans l'écriture qu'il y ait ce que j'appelle un glissement du discours, c'est-à-dire que toujours avec Bachir Lazare, on est entre la communication réelle, celle qui a eu lieu, et tout à coup on glisse vers soit une communication fantasmée, soit une improbabilité que Bachir Lazare n'aurait pas pu nommer, et qui permet donc un mouvement dans l'écriture finalement entre l'autre tel qu'il s'est présenté et entre l'autre tel qu'on pourrait découvrir si on s'immisçait plus profondément en lui. Alors, Bachir Lazare donc s'adresse à sa classe. Il y a un son de cloche. Les enfants, vous pouvez sortir sans vous bousculer. Sans vous bousculer, on dirait que je libère des fauves, ma parole. Allez-y, allez prendre l'air. Prenez tout ce que vous pouvez. Ne vous bousculez pas dans l'escalier, regardez bien où vous mettez les pieds, ne ratez pas de marche et couvrez-vous. N'allez pas prendre froid et bâtissez des amitiés solides. Et enfermez des souvenirs impérissables de vos années d'école. Et n'empêchez personne de s'amuser avec vous. Un jour, je nourrissais les pigeons, et il y en avait un avec une seule patte. Il lui manquait une patte, ça lui donnait l'air idiot. Je ne voulais pas le nourrir, parce qu'il me dégoûtait un peu avec son moignon mauve. Ma mère m'a dit de le nourrir, lui aussi, et peut-être même plus que les autres, parce qu'il avait besoin de beaucoup de courage pour vivre. D'ailleurs, on a toujours fait allusion à mon courage, dont je pourrais avoir besoin de ces jours, et que je fasse bien attention de ne pas ranger mon courage trop loin, au cas où j'en aurais besoin. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout ça, peut-être pour que vous vous parliez toujours avec une extrême tendresse. Et moi, je vous promets que je resterai ici, dans la classe, bien vivant, bien tranquille, à tailler mes crayons, bien sage, et vous me retrouverez bien sage et bien vivant tout à l'heure, c'est promis. Pardon? Excuse-moi, Martin, j'étais dans mes pensées. Ah non, c'est pas possible. Tu as besoin de prendre l'air comme les autres. Tu dois aller t'amuser pour donner un sens à la récréation et pour revenir disposé à apprendre des choses et peut-être même à me poser des questions qui me feront me dépasser comme enseignant, je veux dire comme remplaçant. Allez, descends rejoindre tes amis. Non, tu ne peux pas rester. Tu ne seras plus capable de te concentrer si tu ne vas pas t'amuser. Va jouer avec tes amis. Et puis j'ai besoin moi aussi de cette récréation pour me reposer un peu, pour être tranquille, tu comprends? Et surtout pour ne pas parler du tout. Parce que je ne sais pas si tu imagines ce que ça prend comme énergie de parler comme ça sans arrêt. Et c'est pas juste, parce que vous, si vous arrêtez d'écouter, ça ne se voit pas. Tandis que moi, si j'arrête de vous parler, ça se voit tout de suite. Allez, va vite avec tes amis. Comment, tu n'as pas d'amis? Mais tout le monde a des amis. Pardon, ce n'est pas ce que je voulais dire. Moi non plus, je n'ai pas d'amis. En tout cas, pas d'amis assez proches pour jouer au ballon avec. Mais moi, j'ai le choc des cultures comme circonstance très atténuante. C'est le temps ou jamais de te faire des amis, c'est facile. Tu n'as qu'à remarquer celui qui parle le plus fort et tu dis toujours comme lui. Tu te moques de celui dont on se moque. Et si c'est toi dont on se moque, tu ris très fort, comme si ça ne te dérangeait pas. Autre chose très importante, quand on n'a pas d'amis, on ne se dirige surtout pas vers celui qui n'a pas d'amis non plus et qui pourrait avoir besoin d'amitié, non. Parce qu'on risque alors d'être identifié comme faisant partie d'un groupe qui n'a pas d'amis. Et c'est très difficile d'en sortir. Il faut se coller et se cramponner à celui qui a le plus d'amis et rester bien accroché quoi qu'il arrive. Mais regarde-toi un peu. Et dis-moi sérieusement, comment tu penses te faire des amis avec des bottes pareilles? Il reste à peine quelques tas de neige et toi tu mets des espèces de bottes entre saisons, imperméables doublées, parce que ta mère a mis le nez dehors ce matin et elle a dit tiens, c'est vraiment une saison d'entre-saison, tu mettras tes bottes d'entre-saison aujourd'hui. Ça, c'est de l'amour maternel. Tu arrives à l'école tout plein d'amour maternel aux pieds et ça dérange, ça refroidit. C'est comme si tu affichais quelque chose du genre je n'ai pas besoin d'amis, j'ai tout ce qu'il me faut comme amour maternel. Excuse-moi, qu'est-ce que tu disais, Martin? Mais oui, bien sûr, si tu as mal à la tête, évidemment, tu peux rester. Tu as souvent mal à la tête. Et ainsi de suite. Monsieur Lazare, donc, parle ou ne parle pas à ses enfants. C'est un peu au spectateur de tirer ses conclusions. Mais je suggère qu'on profite du temps qui nous reste pour qu'on puisse échanger et que vous vous sentiez très très libre d'intervenir.
Merci. Je vous en prie. Merci infiniment.